Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Et bonsoir à vous, on roule ensemble comme chaque jeudi soir avec Mobility TV et jusqu'à 20h. Eh bien on va débattre autour de la voiture et de la mobilité avec vous évidemment au 0826 300 300. C'est le numéro du standard de Sud Radio. Aude vous y attend, nos vraies voix, nos experts sont avec nous. Valérie Collet ce soir, journaliste en charge du secteur automobile au Figaro. Bonsoir Valérie Collet. Bonsoir. Bonsoir à vous. José Bagdad également avec nous, responsable du secteur automobile chez PwC France et Maghreb. Bonsoir José Bagdad. Bonsoir à vous. Et puis Olivier Anoul, associé au cabinet Roland Berger. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Il est question dans cette émission et en majorité une grande partie de l'émission de Stellantis qui a dévoilé son plan stratégique d'ici 2030. À noter cette année que le chiffre d'affaires a été bon pour Stellantis, 152 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus 14% par rapport à l'an dernier, 13 milliards d'euros de bénéfices. Stellantis qui ne compte pas s'arrêter là et qui a donc dévoilé mardi son plan stratégique. Vous y étiez, Valérie Collet, c'était Amsterdam, on va en reparler. Stellantis qui vise un chiffre d'affaires à 300 milliards d'euros par an d'ici 2030, qui mise sur les voitures haut de gamme, qui vise plus de 75 modèles 100% électriques sur les 14 marques du groupe. Alors on va faire un petit peu de pédagogie évidemment, parce qu'on entend beaucoup parler de Stellantis cette dernière année et pour cause. Rappelons que Stellantis est issu d'une fusion entre PSA, Peugeot, Citroën, Opel et FCA, Fiat, Chrysler, 1 an d'existence. Valérie Collet, au total 14 marques. On n'a jamais autant parlé de Stellantis que de cette année et pour cause, c'est une incroyable réussite. Oui, c'est vrai, c'est une très belle réussite, mais déjà PSA se faisait remarquer par sa rentabilité, par des très bons chiffres, et maintenant qu'on est passé à une échelle supérieure avec cette fusion, on a l'impression que la mécanique qui fonctionnait chez PSA, elle est décuplée avec les volumes, le nombre de marques beaucoup plus important, et que finalement cette fusion a l'air de démarrer un peu sur les chapeaux de roue avec des super bons résultats. Et du coup, c'est vrai que cette ambition qui a été présentée hier par Carlos Tavares, elle paraît. On a l'impression qu'effectivement les chiffres qui ont été annoncés, ça devrait être possible de les atteindre parce que quand Carlos Tavares dit quelque chose, en général, il le fait. Donc c'est vrai que c'était assez étonnant hier cette présentation de cette stratégie. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? On va revenir sur ce plan. Ou est-ce que vous pensez que Carlos Tavares est quand même gonflé par cette incroyable réussite et ce chiffre d'affaires depuis 1 an et que du coup, effectivement, on peut revoir des objectifs à la hausse qui ne sont pas vraiment réalistes? Non, vous pensez que c'est vraiment... Moi, j'ai pas eu cette impression. Ce plan était censé. Ouais. J'ai pas eu cette impression que c'était pas réaliste. Il y a peut-être une chose qui peut-être est à mettre un petit peu au conditionnel, c'est son ambition chinoise, parce que Carlos Tavares a annoncé que la répartition du chiffre d'affaires serait beaucoup plus important en dehors des États-Unis et de l'Europe, et qu'il y aurait donc un gros chiffre d'affaires qui serait réalisé en Chine. Et sa stratégie chinoise, elle a complètement échoué jusqu'à présent. Donc on se demande un petit peu si ça, par contre, ça va pas être un petit peu compliqué quand on voit la capacité des constructeurs purement chinois à briller, à avoir des capitalisations boursières complètement éblouissantes. Et ça, du coup, on se demande si effectivement un ex-français maintenant qui est franco-italo-américain va réussir en Chine. Bon, on verra bien. José Bagdad, comment on peut décrire la méthode Tavares? Comment on peut décrire cette réussite? C'est d'abord, je dirais, du pragmatisme. Ouais. Il a fait preuve d'une connaissance très forte de l'industrie. C'est un connaisseur très pointu sur l'ensemble de l'industrie, que ce soit la production de la voiture, mais aussi sa distribution. Donc on lui fait pas l'envers à Carlos Tavares. Il connaît la voiture au bout des ongles, et il a su être pragmatique dans ses approches, être très efficace aussi dans sa vision des choses et de comment opérationnaliser. Parce que avoir une vision c'est bien, mais la rendre concrète c'est beaucoup plus difficile. Et c'est tout le crédit qu'on peut lui donner, c'est de rendre concrètes les choses qu'il dit. Et jusqu'à présent, le passé nous montre qu'il a réussi tout ce qu'il disait. Ouais. Olivier Anoul, il a quand même réduit les coûts considérablement, Carlos Tavares. Oui, si on remet un peu dans le contexte. Il a réduit. Oui, si on remet dans le contexte, en fait, il a pris les rênes de l'entreprise en 2014, quand PSA ne gagnait pas d'argent. Donc, il était à une rentabilité nulle. Et donc, effectivement, son premier plan, qu'il avait appelé Back in the Race à l'époque, c'était un plan de retournement. Il avait 3 ans
pour ramener PSA à un niveau de rentabilité, on va dire, en ligne avec les autres acteurs de l'industrie. Ce qu'il a fait, il l'a même fait en avance sur le plan qu'il avait annoncé. Hein, c'est ça qui était en faillite en fait à l'époque. Bien sûr. Qui était en faillite. Voilà, 2013 faillite, 2014 rentabilité nulle. Il a réussi ce plan avec un an d'avance en fait, un plan de 3 ans avec un an d'avance, donc quand même assez significatif. Et puis ensuite, il a lancé un deuxième plan, Push to Pass, où il a continué effectivement d'améliorer la rentabilité, mais en parallèle de commencer à faire croître l'entreprise. Et c'est dans ce plan en fait qu'il y a eu l'intégration d'Opel, tout d'abord en 2017, et puis l'intégration du groupe FCA effectivement l'année dernière. Donc jusqu'à présent, c'est vrai que son principal focus, ça a été réduire les coûts pour améliorer la rentabilité et se donner des marges de manœuvre pour faire les acquisitions qu'il a réalisées. Alors, en 2021, Stellantis a fait des bénéfices, d'énormes bénéfices, et pourtant Stellantis a vendu moins de voitures. Valérie Collet, comment on peut expliquer ça ? Parce qu'on a vendu des voitures plus chères. Donc c'est un peu ça D'ailleurs, c'est pas le cas seulement pour Stellantis cette année. En fait, on voit que les constructeurs dans l'ensemble, même Renault, a eu des relativement bons résultats. Parce qu'en fait, comme il y avait une pénurie de semi-conducteurs, il y avait une très forte demande de voitures. Ouais. Et finalement, ce qu'on leur proposait aux clients, c'était surtout des voitures plutôt haut de gamme, plutôt électrifiées, donc des voitures plus chères avec un bon niveau de marge. Du coup, on a moins vendu de voitures, mais on a vendu des voitures plus chères. Et le délai d'attente était moins long, peut-être ? Voilà, c'était les voitures qui étaient disponibles. Et donc, elles se sont bien vendues. Elles se sont bien vendues avec une très forte marge. Donc, c'est vrai que ça stupéfie un peu tout le monde, que finalement, dans cette période de crise, on a beaucoup parlé de la crise des semi-conducteurs, tout le monde se disait oulala, ça va être catastrophique pour les constructeurs. Et en fait non, ça a été plutôt profitable pour eux. Et alors, en fait, allez-y, Olivier. Oui, pour compléter, ils ont vendu des véhicules effectivement plus rentables et ils ont vendu aux clients avec lesquels ils ont une rentabilité plus forte. Donc, en gros, vous avez à peu près la moitié des véhicules d'un constructeur qui sont vendus à des professionnels, donc typiquement des grandes flottes ou des loueurs longue durée. Et ça, c'est des clients qui ont un pouvoir de négociation très fort parce qu'ils achètent des volumes très importants. Et c'est avec ces clients que les constructeurs génèrent moins de marge. Et là, cette année, comme ils ont dû faire des arbitrages puisque l'offre disponible était réduite, ils ont arbitré et ils ont favorisé tous leurs clients particuliers qui sont des clients sur lesquels ils margent davantage. Donc il y a à la fois un arbitrage sur les véhicules et sur les segments de clients. Voilà pourquoi il y a autant de chiffre d'affaires avec beaucoup moins de voitures vendues. On va se retrouver dans quelques minutes. Restez avec nous. Valérie Collet reste avec nous. José Bagdad, Olivier Anoul. On va revenir sur ce plan stratégique de Stellantis d'ici 2030. On va revenir également sur les ambitions de Tavares, notamment en termes de digitalisation. Et puis on reviendra sur le 100% électrique. Il en a parlé. Voilà, c'est 2035 le 100% électrique. Quelle est l'ambition de Carlos Tavares sur ces véhicules-là ? On va revenir dans quelques instants pour en parler. Quid des autres constructeurs auto aussi? Quelle différence stratégique avec Stellantis? Comment vont évoluer tous ces constructeurs lorsque toutes les voitures seront électriques dans quelques années? On en parle et on en débat donc avec Valérie Collet, José Bagdad et Olivier Anoul. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. L'automobile et la mobilité, il en est question jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV et nos experts du jour, Valérie Collet, journaliste en charge du secteur automobile au Figaro. José Bagdad est avec nous, responsable du secteur automobile chez PwC France et Maghreb. Et puis Olivier Anoul, associé au cabinet Roland Berger. Plan stratégique de Stellantis, donc Carlos Tavares, qui l'a dévoilé à Amsterdam, un plan extrêmement ambitieux, surtout au niveau financier, puisque l'objectif est de doubler le chiffre d'affaires d'ici 2030. Il a parlé de la digitalisation, évidemment, qui fait partie de son plan. Carlos Tavares qui espère atteindre le tiers de vente en ligne à l'échelle mondiale en 2030. Là encore, Valérie Collet, est-ce que c'est réalisable? Un tiers de 30% de vente en ligne, achat de voitures en ligne, ça paraît compliqué, surtout quand on sait que ceux qui achètent des voitures neuves, ce sont plutôt des seniors. C'est vrai. En général, l'âge moyen auquel on achète une voiture en France, et d'ailleurs je crois que c'est un peu ce chiffre-là, enfin cet âge-là en Europe, c'est plus de 55 ans.
Donc effectivement, pour l'instant, on n'imagine pas forcément les plus de 55 ans faire l'ensemble de leurs transactions en ligne. Ils ont envie de venir voir leur concessionnaire, de discuter avec lui, de parler des moyens d'acheter, des types de financement. Ça va pas se faire tout seul, hein, ça va pas se faire d'un coup. Là aujourd'hui, on part d'assez loin. Je crois qu'en France aujourd'hui, on est à moins de 100 000 voitures qui ont été achetées en ligne. Et donc là, l'idée, c'est quand même d'arriver à des millions de voitures. Donc c'est pas rien. C'est vrai que dans le véhicule d'occasion, on a plus cette facilité. Il y a beaucoup de plateformes de voitures d'occasion en ligne qui vendent leurs véhicules de cette façon-là. Ça, c'est assez Alors que les généralisé. voitures neuves, on a quand même envie de se renseigner, de parler, de revenir voir la voiture. Oui, et puis le prix moyen d'une voiture, c'est pas la même. Voilà. Ouais. José Bagdad. Oui, on peut rajouter deux choses. Aujourd'hui, quand même, on constate que les personnes viennent de moins en moins en concession. C'est-à-dire que le trafic des clients en concession diminue fortement. Et les personnes viennent aujourd'hui en concession pour deux raisons. Un, pour faire des essais, mieux comprendre la voiture qu'ils ont vue en ligne, savoir si elle correspond bien à leurs attentes, questionner sur quelques options. Et deux, négocier le prix. Si demain, vous êtes en capacité de pouvoir faire des essais en bas de chez vous, lorsque vous demandez un rendez-vous, le point qui restera à discuter, ça sera le prix. Avec une stratégie digitale, le prix sera le même, quelle que soit la concession où vous pourriez la récupérer. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui de l'industrie automobile, c'est comment harmoniser une distribution où vous êtes aujourd'hui avec des concessionnaires indépendants qui peuvent fixer leur prix avec un certain nombre de marges, avec des prix qui soient complètement harmonisés pour le même véhicule, les mêmes options. Et Olivier Hanoul, oui, allez-y. Non, j'allais dire peut-être pour compléter, ce qui bloque quand même aujourd'hui les acheteurs, c'est aussi que la distribution est contrôlée par les constructeurs en fait. Hein. Et donc l'exemple du véhicule d'occasion est intéressant parce que là, c'est pas contrôlé par les constructeurs. Si vous voulez vendre des véhicules d'occasion en ligne demain, vous pouvez le faire. Et là, on voit que ça attire des clients. Il y a beaucoup de clients qui sont prêts à acheter en ligne. Alors certes, le véhicule est un peu moins cher. D'un autre côté, c'est pas un véhicule neuf, donc on a aussi envie de voir, de le toucher pour voir dans quel état il est. Donc je pense qu'il y a vraiment une demande très forte de la part de la clientèle d'acheter son véhicule en ligne. Et peut-être second point, les objectifs sont pas si ambitieux que ça. Hein. Il y a beaucoup d'autres constructeurs qui ont annoncé des objectifs plus ambitieux. En fait, Mercedes et BMW, par exemple, ont annoncé 25% de distribution en ligne à horizon 2025, hein, donc 5 ans avant. Mais là, c'est vraiment du très haut de gamme. C'est pas tout à fait le même type de segment. Alors, il y a un peu de tout dans le groupe Stellantis, mais c'est vrai que c'est pas 100% du haut de gamme. Mais l'objectif par rapport aux annonces ne des paraît autres pas impossible. C'est pas mission impossible. Et pas en décalage. Et le métier de concessionnaire, alors, il va évoluer, il va changer. Il va José être Bagdad. bouleversé et ils doivent se préparer. C'est le métier de concessionnaire où on vendait des produits et demain on va vendre des services. Voilà. Et donc il va falloir se transformer pour d'abord remettre le client au cœur de la discussion et pas la voiture, et bien comprendre les services que vous allez pouvoir proposer demain, qui sont à inventer, qui sont exploités de manière plus forte, pouvoir aider aussi sur le financement. Et donc tout ça va demander aux concessionnaires, aux distributeurs de trouver de nouvelles façons de faire, et ça va demander aussi de revoir la concession, les grandes concessions qui font des centaines de mètres carrés pour montrer les voitures. Ça va être plus des showrooms, beaucoup plus petits, qui auront moins besoin d'avoir de l'espace pour montrer tous les véhicules, mais une capacité d'accueillir confortablement ses futurs clients pour les accompagner éventuellement dans l'achat et dans les services qu'ils vont proposer. Valérie Collet. Oui, moi j'ai juste une petite remarque à faire sur le fait que c'est pas un hasard si finalement Stellantis annonce vouloir baisser ses coûts de distribution de 40% aujourd'hui, d'ici à 2030, parce que Stellantis l'année dernière a surpris tout le monde en disant nous on remet en question tous nos contrats avec tous les concessionnaires avec lesquels on travaille. On a 2 ans devant nous pour négocier et donc maintenant ces contrats, on sait que ces contrats ne fonctionneront plus de la même façon. Les relations commerciales entre les concessionnaires et Stellantis ne se régleront plus du tout de la même façon. En fait, on pense que les concessionnaires vont devenir des agents commerciaux de Stellantis, et donc ça aussi c'est un bouleversement que Stellantis avait déjà annoncé avant son plan stratégique, avec l'idée bien sûr de baisser les coûts, puisque ça c'est une phrase qu'on entend en permanence dans la bouche de Tavares, c'est baisser les coûts, c'est la guerre des coûts.
Il n'y a que comme ça qu'on arrive à réussir dans ce métier. Tiens, vous pourriez acheter votre voiture en ligne, peut-être que vous l'avez déjà fait, Olivier Hanoul. Non, j'ai pas acheté de véhicule en ligne. On parle de ce qui va se passer, José Bagdad non Je plus. pourrais, tout à fait. Vous pourriez, Valérie Collet. Non, vous avez besoin de toucher, de voir. Non. Oui, Bon. oui, moi je suis un peu old fashion. Oui. Allez, intéressons-nous maintenant aux autres constructeurs. Quelle différence stratégique, par exemple, avec Volkswagen, Toyota, Renault, Valérie Collet? La différence, c'est que d'abord, on peut dire que Stellantis s'aligne un peu sur Volkswagen. Volkswagen, lui, son lièvre, c'est Tesla. Et j'ai l'impression que Stellantis, son lièvre, c'est plutôt Volkswagen. Donc bon, ils ont tous la même idée en tête. En plus, c'est tous les deux. Enfin, Stellantis est quand même très présent en Europe. Hein. C'est quand même là qu'il fait une grosse partie de son chiffre d'affaires. La différence avec Volkswagen, c'est que peut-être sa réussite n'est pas tout à fait la même à l'échelle mondiale. On voit que Volkswagen est très puissant en Asie, beaucoup plus que ne l'est Stellantis aujourd'hui. Il a une couverture mondiale qui est peut-être plus complète que celle de Stellantis, mais dans l'électrification de sa gamme et dans ses objectifs, dans le domaine du logiciel, des services, je pense que les deux sont vraiment au coude à coude. Alors, sur le 100% électrique, d'ici une dizaine d'années, Carlos Tavares, évidemment, a dit oui malgré ses réticences, puisqu'on sait que Carlos Tavares, lui, il n'était pas pour cette rapidité à aller au 100% électrique. Lui, c'était plutôt, c'est ça, José Bagdad? Tout à fait. Thermique électrique. Oui, le mode hybride, c'est ce qu'il a préféré pour laisser les constructeurs assurer une transition beaucoup plus fluide et moins impactante en termes de prix pour le consommateur final. Bon, sauf qu'il est obligé d'y aller, évidemment, et de suivre. Quand tous ces constructeurs, finalement, vont devoir produire des voitures électriques et puis aussi des voitures, des voitures smart, des voitures connectées, comment elles vont se différencier, Olivier Hanoul? Alors c'est vrai que historiquement il y avait une différenciation forte sur le moteur thermique, sur la puissance, l'agrément de conduite. Ça, avec des motorisations purement électriques, on va avoir une différenciation beaucoup plus faible entre les constructeurs. Et du coup, ils vont reporter la différenciation plus sur l'expérience de conduite, donc sur le confort à bord, et puis sur tous les services digitaux qui pourront être fournis à l'intérieur du véhicule. Ouais, Valérie Collet. Avec des divertissements à bord, on sera comme dans son salon, dans sa voiture, on pourra regarder des films, on pourra faire des tas de trucs, travailler éventuellement, parce que ça va aller aussi de pair avec l'autonomisation des véhicules, le fait qu'ils deviennent autonomes et qu'on puisse faire autre chose dans sa voiture. Donc il va falloir être, José Bagdad, imaginatif, créatif. C'est un des points d'ailleurs qu'a Sonny Carlos Tavares. C'est encore un autre métier, ça. Oui, c'est ce qu'a Sonny Carlos Tavares dans son plan, c'est pouvoir être créatif, imaginatif, réinventer des choses. Il y a des partenariats qu'ils font avec Google, notamment pour mieux exploiter la data et les services qu'ils vont pouvoir proposer avec les données. Donc, réinventer les choses. Mais j'ai noté quand même un point, Carlos Tavares n'a pas parlé de la voiture autonome en tant que telle. On en parlait il y a quelques années. La voiture autonome en 2025, 2030, c'est plus une priorité. En revanche, les services, la connectivité, oui, ça va être un élément important de différenciation. La voiture autonome n'est plus une priorité. Ouais, on pourra habiter dans sa voiture en fait. Il a quand même, on fait un long trajet. Il a quand même évoqué des dates de niveau d'autonomie, parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas tout de suite à la voiture autonome d'un coup. Il va falloir franchir des paliers. Et c'est vrai que le dernier palier pour lui, c'est plutôt du service dans des navettes autonomes, complètement autonomes. C'est pas la voiture de Monsieur et Madame tout le monde qui sera autonome, quoi. Voilà. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. Ne bougez pas pour la dernière partie de l'émission avec Valérie Collet, José Bagdad, Olivier Hanoul, les vraies voix qui font rouler la France. Flavien Neuvy va nous rejoindre dans quelques instants. Il est directeur de l'Observatoire CTLM. On reviendra avec lui sur les chiffres du marché automobile pour le mois de février. Ils ne sont pas bons. C'est un nouveau mois de baisse, moins 13%. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Avec Mobilité TV jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio. À mes côtés, Valérie Collet, journaliste en charge du secteur automobile au Figaro. José Bagdad, responsable du secteur automobile chez PwC France et Maghreb. Olivier Hanoul est avec nous, associé au cabinet Roland Berger. Et on accueille tout de suite Flavien Neuvy qui nous a rejoint. Bonsoir Flavien Neuvy. Bonsoir. Bonsoir à vous, directeur de l'Observatoire CTLM. Tiens, Flavien, un mot avant de revenir sur ce nouveau mois de baisse nette pour le marché
marché de l'automobile. Un mot sur le plan stratégique de Stellantis. On se posait la question s'il était trop ambitieux, si c'était réalisable. Qu'est-ce que vous en pensez, Flavien Nevy? Alors ambitieux, sans aucun doute, parce que quand on voit les... Ah oui, très Je dis trop ambitieux, ouais. Trop ambitieux, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que le virage électrique est pris, alors que PSA n'était pas le premier constructeur engagé dans le 100% électrique, il faut le rappeler si on fait un peu l'histoire, mais qu'aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la réglementation, de l'interdiction annoncée des voitures thermiques, on voit bien que le groupe Stellantis se lance maintenant sérieusement et donne un coup d'accélérateur dans l'électrification de sa gamme, avec des moyens très importants, puisque la bonne santé financière du groupe, évidemment, est un élément extrêmement important qui lui permet d'investir, parce que cette voiture électrique, c'est aussi une compétition nouvelle, en quelque sorte, qui est lancée entre tous les grands constructeurs mondiaux, et la taille critique est nécessaire pour pouvoir faire les investissements nécessaires. Est-ce que vous pensez que, alors évidemment tous les constructeurs se mettent au tout électrique, on parle de Stellantis, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de logistique? Est-ce qu'on sera vraiment prêt dans une dizaine d'années? Bah écoutez, si on prend l'exemple des bornes de recharge, on a pris du retard parce que ça fait à peu près 10 ans qu'on annonce des dizaines et des dizaines de milliers de bornes de recharge dans l'espace public. On en annonce 100 000 depuis très très longtemps. On en est à un peu plus de 50 000, donc c'est vrai que ça n'avance pas très vite. Et puis il y a quand même un aléa sur le 100% électrique, c'est l'aléa de l'évolution du cours des matières premières nécessaires pour fabriquer des voitures électriques. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations autour de la voiture électrique, de ses conséquences à long terme aussi sur l'emploi industriel, sur l'emploi dans les concessions automobiles. Mais voilà, aujourd'hui, le virage semble pris, la direction semble claire et donc les constructeurs investissent beaucoup d'argent pour augmenter l'autonomie des voitures, pour raccourcir le temps de recharge et pour être les plus compétitifs possibles vis-à-vis de leurs concurrents. Carlos Tavares trouve que les pouvoirs publics vont trop vite sur le 100% électrique, comme bon, il a quand même du pif, ce monsieur. Est-ce qu'il a raison, tiens, Valérie Collet? Est-ce qu'il voit juste? On va trop vite sur l'électrique? Pour l'instant, ça peut se tenir parce que le marché étant réduit, effectivement, on a les clients qui sont capables de les acheter, ces véhicules électriques, on le voit aujourd'hui. Mais quand on sera plus en phase de pénurie, il va peut-être y avoir un problème d'adéquation entre cette offre qui va être faite et cette demande. Est-ce que les clients seront au rendez-vous pour acheter des véhicules électriques à ce niveau-là? C'est pas sûr. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Flavien Nevy va nous en reparler, mais il y a la question du prix de ces véhicules qui va se poser, parce que ce sont des véhicules qui sont globalement plus chers, même si à l'usage, on peut dire que le coût peut être à peu près le même, mais à l'achat, c'est quand même beaucoup plus cher. Flavien Nevy. C'est vrai que c'est compliqué ça va être compliqué pour les Français de mettre une telle somme d'argent pour un véhicule électrique. Mais il faut être clair là-dessus. Quand on regarde l'évolution des prix de vente des voitures neuves sur les 20 dernières années, les prix de vente des voitures neuves augmentent 2 à 3 fois plus vite que l'inflation. Donc on a une augmentation très forte des prix de vente des voitures neuves parce que la réglementation est forte, parce que les constructeurs aussi ils trouvent leur compte parce que ce sont des voitures qui sont mieux margées, ils gagnent plus d'argent dessus, mais ça ne fait que commencer. Avec l'électrification des voitures, les voitures vont coûter de plus en plus cher, on le sait, à tel point d'ailleurs que ça devient un objet de luxe en quelque sorte, un objet que peu de ménages peuvent s'offrir, et donc ils se tournent massivement vers le marché de l'occasion, ce qui fait qu'on est un peu dans cette situation paradoxale que le législateur, le régulateur veut des voitures toujours plus propres, mais donc du coup toujours plus chères, et donc les ménages qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent pas mettre autant d'argent sur une voiture se tournent vers le marché de l'occasion et évidemment vers des voitures qui sont plus polluantes. Olivier Agnoul, sur les voitures électriques, vous voulez rajouter un mot? Oui, non, je voulais juste ajouter qu'effectivement, jusqu'à présent, Carlos Tavares reprochait au pouvoir public de mettre la barre trop haut en termes d'électrification des véhicules. Mais là, au final, avec le plan qu'il a présenté il y a quelques jours, il va plus loin que ce que demandent les pouvoirs publics, puisqu'il annonce pour l'Europe dès 2030 100% de véhicules électriques, alors que même la réglementation du Green Deal, qui n'est pas encore passée, qui serait la plus contraignante, mettait cette limite à 2035. Donc il a vraiment changé, mais comme beaucoup d'autres constructeurs, d'état d'esprit sur l'électrification des véhicules. José Bagdad. Oui, enfin, c'est un virage qu'il a pris qui était nécessaire. C'était aussi en termes d'image, besoin de dire que ça y est, Stellantis passait au tout électrique. Est-ce que ça sera pénalisant pour les particuliers? Oui, la phase de transition va être difficile, surtout pour les classes moyennes, où ça va être compliqué de pouvoir s'acheter un véhicule neuf. Mais on va aussi voir se développer le marché de l'occasion de l'électrique, qui n'existe pas encore, et qui va permettre justement à ces classes moyennes de pouvoir l'aborder.
On était inquiet il y a quelques années sur la capacité des voitures autonomes, des voitures à être autonomes sur les voitures électriques. Elles vont l'être de plus en plus et on va pouvoir aussi recycler les batteries et avoir des voitures d'occasion de plus grande qualité. Et donc, on va avoir un marché d'occasion qui va s'ouvrir aussi sur l'électrique. Alors revenons maintenant sur ces chiffres du marché automobile du mois de février qui ne sont pas bons. Nouveau mois de baisse nette, moins 13% en un an. Flavien Neuvy, comment on peut expliquer cette baisse ? C'est une baisse qui est spectaculaire, alors sur un an, et puis si on regarde par rapport à 2019, dernière année, on va dire normale avant crise sanitaire, on est à moins 33, donc c'est un chiffre qui est tout à fait significatif. Et quand on regarde la structure des ventes, on voit bien que les ménages, les particuliers, n'achètent plus de voitures neuves, ou quasiment plus, on est à 44% de part de marché. Donc évidemment, il y a le contexte. L'explication principale, c'est la pénurie de composants, parce que les carnets de commandes restent quand même globalement nettement supérieurs à ce qu'on a en termes de livraison, et qu'aujourd'hui, les constructeurs font des arbitrages et ont plutôt tendance à équiper ou à vendre des voitures qui sont plutôt les voitures haut de gamme les plus chères pour des raisons évidentes de rentabilité. Mais les carnets de commandes ne sont pas à ce niveau-là, si vous voulez. La vraie question maintenant, en fait, en réalité, est liée plutôt au contexte actuel, qui est plutôt anxiogène, évidemment, ce contexte de guerre en Europe, qui pourrait inciter certains automobilistes à attendre, à différer le changement de leur voiture. Donc ça, pour l'instant, on ne peut pas le mesurer, c'est trop tôt, mais c'est quand même un aléa qui vient s'ajouter et qu'on n'avait pas du tout anticipé, évidemment, en début d'année. Alors, sur la pénurie, on va revenir sur le conflit en Ukraine, sur cette pénurie de semi-conducteurs. Comment ça se fait que ça dure, en fait ? Écoutez, les capacités de production étaient... Ça fait 1 an et demi maintenant. Oui, ça fait, on va dire, un an, une grosse année. Dire ça comme ça, voilà, une grosse année. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où les économies sont reparties de l'avant, il faut rappeler que la croissance mondiale a été très forte en 2021, parce que nous, en France, on a une croissance très élevée, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a eu cette reprise, je ne veux pas dire post-pandémie, parce qu'on était toujours dans la pandémie, mais par rapport aux confinements totaux qu'on avait eu, évidemment, on a eu un rebond qui a été très significatif et qui, du coup, a entraîné une forte augmentation de la demande sur toute une série d'équipements électroniques. On pourrait parler des ordinateurs, parce que c'est un peu caricatural, mais ça montre bien... Ça illustre bien ce fait-là. Plus d'ordinateurs achetés parce que plus de télétravail, forcément, ça veut dire plus de composants. Et les fabricants de composants électroniques ont eu tendance à privilégier les secteurs qui sont les plus rentables pour eux aussi. Et l'industrie automobile n'est pas le secteur le plus rentable. Donc évidemment, l'industrie automobile a été servie après les téléphones, après les ordinateurs. Et ça explique au moins en partie pourquoi on a cette pénurie de composants. On s'attend quand même à une amélioration, à un retour progressif à la normale à partir du 2e semestre. Alors, le directeur général de Stellantis s'est étonné que la production des fabricants de puces augmente, mais que certains constructeurs peinent toujours à s'approvisionner. Carlos Tavares, quelqu'un est en train de stocker. Valérie Collet. C'est vrai, il a dit ça. Ah oui. Il a dit ça. Il a évidemment pas dit qui étaient les acteurs qui spéculaient un petit peu sur le fait qu'on stocke des composants de manière à faire grimper les prix. Enfin, on a compris qu'il parlait des fabricants. Et donc il a dit que effectivement, on constatait ce mouvement de stockage de semi-conducteurs, mais aussi il a reconnu que d'une certaine façon les relations que les constructeurs avaient jusqu'à présent avec leurs fournisseurs de premier rang et ensuite les fournisseurs de semi-conducteurs n'avaient pas été à la hauteur en fait, que d'une certaine façon les constructeurs avaient complètement sous-estimé l'impact, le poids de ces fournisseurs de semi-conducteurs et probablement n'avaient pas contractualisé de manière suffisamment sérieuse l'achat, l'approvisionnement en semi-conducteurs. Et il a dit qu'effectivement ça leur servirait de leçon dorénavant parce que mais à l'avenir il va falloir de plus en plus de semi-conducteurs puisque les véhicules électriques et autonomes auront de plus en plus de ces composants à l'intérieur. Ouais. José Bagdad sur la déclaration de Tavares. Il suffit de constater qu'il y a une pénurie en Europe. Sur les semi-conducteurs pour les constructeurs européens, il n'y en a pas en Chine. Ils sont en capacité de produire à la hauteur de ce qu'ils ont besoin. Et aux États-Unis, ils sont aussi moins impactés, donc lié sans doute à un effet stockage, aussi à une anticipation qu'on vous venez de souligner sur les commandes et donc l'approvisionnement qui était nécessaire. Merci à vous. Merci Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM. Merci pour vos éclairages et vos explications. Merci à vous. Merci à Valérie Collet, journaliste en charge du secteur automobile au Figaro. José Bagdad, responsable
responsable du secteur automobile chez PwC France et Maghreb, et puis Olivier Hanoul, associé au cabinet Roland Berger. Merci à vous tous. Dans quelques minutes, c'est le Loft Music.